Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C4.1 Analyse sylvicole. Dans cette séquence 4, nous allons parler de la croissance et des fragilités d'un peuplement forestier. Nous allons commencer par quelques généralités avant de nous attacher à comment analyser un peuplement sur ces aspects-là. Nous allons commencer par parler du cycle de vie d'un arbre. Nous avons ici une courbe qui représente la hauteur en fonction de l'âge. On constate que dans la première phase, l'installation d'un semis est plus ou moins long selon les essences, mais il y a quand même un développement du système racinaire, ce qui entraîne une croissance en hauteur ralentie. La phase 1 est plus courte pour les essences colonisatrices, mais il n'empêche qu'il y a un temps où la croissance en hauteur est ralentie. Les essences colonisatrices que l'on va noter, ce sont par exemple peuplier, bouleau, autre essence de lumière. Dans un deuxième temps, la croissance devient active. On a donc une croissance en hauteur rapide, elle est à son maximum dans l'histoire de la vie de l'arbre. La croissance en diamètre, elle, dépend de la concurrence. Enfin, dans un troisième temps, la croissance se ralentit avec le temps. Dans la phase 3, nous sommes dans la phase de maturation. Là, la croissance en hauteur est ralentie, voire nulle. Mais la croissance en diamètre est toujours possible. Par contre, en phase 4, nous sommes en phase de sénescence. Cela veut dire que la croissance en hauteur devient négative. En effet, l'arbre va commencer à faire une descente de cime, comme illustré sur le schéma. Enfin, la croissance en diamètre devient très faible, voire nulle. Le houppier diminue, il n'y a plus de capacité à prospecter l'espace autour de l'arbre, donc il n'y a plus d'intérêt en termes de croissance en diamètre. Passons maintenant à la notion de longévité des arbres forestiers. La longévité absolue est l'âge maximum que peuvent atteindre les arbres. C'est donc l'âge au moment où les arbres meurent. Pour les hêtres chênes, ce sont des exemples en France, on est autour de 3 à 400 ans, même si on trouve des chênes et des hêtres qui dépassent les 500 ans de manière exceptionnelle. Pour les sapins épicéas, on retrouve quelque chose qui est plus de l'ordre de 500 ans. Les résineux, de manière générale, vivent plus longtemps. On retrouve des âges maximums de l'ordre de 5000 ans pour certaines essences dans le monde. La longévité forestière, elle, est la durée maximale avant la dépréciation. Donc on est à ce moment-là. Ce qu'on appelle la dépréciation, c'est d'abord la dépréciation économique. L'arbre va commencer à perdre de la valeur, il y a des risques de pourriture au cœur par exemple. Et enfin une perte de capacité à se régénérer puisque l'arbre devient trop vieux. Pour les chênes, on est autour de 150 à 200 ans, même si on peut amener des chênes à plus de 200 ans sans trop de problèmes. Et les sapins épicéas, on est autour de 120 ans de la même manière. Sur certains cas, on pourra aller jusqu'à 150 ans. Enfin, la notion d'âge d'exploitabilité est la durée minimum pour la maturité économique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie qu'à ce moment-là, l'arbre atteint sa maturité économique. Donc attention, quand on parle de maturité économique, on parle de récolte de l'arbre mûr. Ne pas confondre la récolte d'un arbre mûr avec la coupe d'un arbre immature qui va servir dans le cadre, par exemple, d'amélioration. Pour les chênes, on est autour de 100 à 120 ans au minimum. Et pour les sapins, on est autour de 80 ans. Donc cela peut dépendre d'autres facteurs, comme par exemple le diamètre. En effet, si les arbres ont poussé trop serrés, le diamètre sera trop faible et donc on va repousser cette durée minimum pour arriver à un diamètre intéressant. Si on prend l'espace de temps entre l'âge d'exploitabilité et la longévité forestière, il faut absolument prévoir l'exploitation, la récolte de l'arbre mûr dans cette phase-là. Parlons maintenant de la croissance des arbres et des peuplements forestiers. On va commencer par une notion qui est que la croissance en hauteur d'un peuplement dépend de la station. Donc là, on a plusieurs stations différentes. On va imaginer que c'est la même essence et que ces arbres représentés ici ont le même âge. Ils font tous des hauteurs différentes alors qu'ils ont le même âge. C'est parce que la station leur permet d'atteindre plus rapidement cette hauteur et de culminer à une hauteur plus importante à leur maximum. En futée régulière, on utilise la notion de hauteur dominante, H0, qui est la hauteur des 100 plus grosses tiges par hectare.
Et cette hauteur dominante est donc fonction uniquement de l'âge et de la fertilité, et non pas de la sylviculture. La croissance en diamètre, elle, dépend de la concurrence en lumière. Ici, dans l'exemple, nous avons un peuplement, une station identique avant éclaircie, mais il reste moins d'arbres puisqu'il y a eu plus ou moins d'éclaircies. La concurrence, c'est tout simplement lié à la densité dans des peuplements comme celui-là, qui sont des peuplements réguliers. Donc, plus la densité baisse, plus le diamètre est important. À l'inverse, plus la densité est élevée, plus le diamètre est faible. On retrouve ces notions-là sur les 3 exemples ici. Les arbres les plus gros sont les arbres de gauche, puisque c'est là qu'il y a le moins de concurrence, donc il y a les plus gros houppiers, donc le plus gros diamètre. À l'inverse, à droite, on constate qu'il y a plus de densité, moins de houppiers, donc moins de diamètre. Attention, on constate en futée régulière que le diamètre dominant n'est que peu affecté, c'est-à-dire que les plus gros arbres du peuplement ont quasiment le même diamètre. Cela signifie qu'ils ont été capables de faire la différence tout seuls et de se créer leur propre lumière. Attention, cela n'est vrai que principalement dans les peuplements d'origine naturelle. Dans les plantations, cela se constate beaucoup moins. La croissance en volume ne dépend pas de la sylviculture. Voilà une notion un peu complexe. Toutes données égales par ailleurs, c'est-à-dire station, essence, sont les mêmes quand on va étudier cet exemple-là. On va partir de 2 peuplements exactement identiques dans la même zone géographique, même climat, même station, même essence, même âge. Et à gauche, on va faire une éclaircie et à droite, on va laisser pousser. Donc on retrouve à gauche moins d'arbres plus gros et à droite plus d'arbres moins gros. Qu'est-ce qu'on va trouver comme type de volume? Tout d'abord, on va trouver le volume sur pied, c'est-à-dire le volume des arbres que l'on peut voir ici. Ensuite, il va y avoir un volume qui est le volume déjà parti en éclaircie. À droite, on a fait une petite éclaircie, il y a très peu de volume. À gauche, on a fait plusieurs éclaircies, donc on a enlevé déjà un volume de bois dans le peuplement. Enfin, on va retrouver un volume de bois mort. À gauche, il y a très peu de bois mort puisqu'on a limité la concurrence en faisant des éclaircies, donc très peu d'arbres sont morts, il y a très peu de volume de bois mort. À droite, par contre, à cause de la concurrence naturelle élevée, il y a eu un volume de bois mort assez important. Et là, on se rend compte, d'après la loi d'Eichhorn, que ces sommes de volumes sont les mêmes. C'est-à-dire que globalement, il y a eu la même production dans les 2 peuplements. À gauche, on a très peu de bois mort, mais du volume parti en éclaircie et du volume sur pied intéressant. Et à droite, très peu de volume en éclaircie, mais un volume sur pied présent et un volume de bois mort assez important. Donc la croissance en volume ne dépend pas de la sylviculture. Attention, c'est une notion générale. Il faudra faire attention aux cas particuliers qui pourront biaiser cette loi d'Eichhorn. Parlons maintenant des sensibilités des peuplements. Le vent a plusieurs conséquences négatives sur le peuplement. On peut avoir ce qu'on appelle des chablis, c'est-à-dire des arbres déracinés. Des volis, c'est-à-dire des arbres cassés. Donc la partie au sol s'appelle le volis et la partie qui reste cassée debout s'appelle la chandelle. Et on peut avoir des déformations, là c'est un exemple extrême, mais les arbres peuvent avoir des formes et des angles de tronc qui sont marqués par le vent et qui vont poser des problèmes. La neige et le gel peuvent également impacter le peuplement. On peut retrouver la notion de volis avec chandelle pour les arbres cassés par le poids de la neige. Et le gel des fleurs peut entraîner un problème de régénération. Donc de manière générale, toutes les gelées qui auront lieu tôt dans l'année, c'est-à-dire tôt dans l'automne, et tard dans l'année, c'est-à-dire tard dans le printemps, vont avoir des graves conséquences sur les arbres, en particulier par la mort de rameaux et la mort des fleurs, donc l'empêchement d'une régénération. Les incendies sont également un risque majeur pour une partie des forêts françaises. Le changement climatique entraîne une accentuation de ces risques. En effet, les périodes propices sont maintenant plus longues et plus intenses, et les régions concernées vont se développer puisque des sécheresses importantes vont remonter du sud de la France et on va retrouver des soucis plus haut au nord en France. Les maladies et les ravageurs ont également un impact de plus en plus important du fait du changement climatique. Ce qu'on appelle les maladies sont les champignons. Donc on va avoir des soucis d'affaiblissement des arbres, de perte de valeur quand il y a une pourriture par exemple, et de mort des arbres dans les cas les plus marqués. Donc des arbres fatigués par des sécheresses sont plus sensibles, moins capables de se défendre contre les champignons, qui vont pouvoir avoir des impacts plus importants.
Ce qu'on appelle les ravageurs, ce sont les insectes, la plupart du temps, même s'il y a quelques rongeurs qui vont jouer un rôle également. Donc on a des mêmes soucis, c'est-à-dire un problème d'affaiblissement de l'arbre par les piqûres par exemple, ou par la consommation de feuilles, la perte de valeur que cela peut entraîner, et enfin la mort de l'arbre. On peut avoir un cocktail de ravageurs et de champignons qui peut achever l'arbre. Là ici on a un exemple de chenille défoliatrice, donc là le tronc n'est pas touché, par contre les feuilles vont être mangées, consommées par les chenilles, et on va avoir une perte de productivité et un affaiblissement de l'arbre. On peut avoir également un déséquilibre forêt-gibier qui impacte les jeunes peuplements. Donc on a ce qu'on appelle un fonctionnement de consommation, c'est-à-dire qu'on a tout simplement les rameaux les plus tendres vont être mangés, donc là c'est par un cerf, mais ça peut être également par un chevreuil. On a un problème donc d'abrutissement, c'est ainsi que ça s'appelle. On peut avoir aussi des comportements sexuels en particulier, comme les frottis, qui vont entraîner des blessures de l'arbre et qui vont poser des problèmes là d'écorçage et donc là même de mort de l'arbre. Approchons maintenant les manières, les modes de protection pour éviter ces soucis. Donc déjà, de manière générale, les peuplements mélangés avec plusieurs essences sont plus résistants. En effet, chaque essence a des sensibilités différentes par rapport au vent, par rapport aux maladies, et donc ce mélange va permettre une meilleure résistance globale. On a également moins de conséquences quand il y a un souci. Les arbres trapus sont à favoriser. À gauche, on a un arbre frêle qui va donc être sensible au vent ou à la neige. À droite, l'arbre est trapu. Pour cela, il va falloir gagner en diamètre. Et pour gagner en diamètre, il n'y a pas de secret. Il va falloir limiter la concurrence pour permettre la mise en place de gros houppiers. Les lisières jouent également un rôle de protection du peuplement. On a, dans le cas de lisières imperméables en bord de peuplement, quelque chose qui va détourner le vent. Et donc ce vent va passer au-dessus de cette barrière imperméable et créer des effets de tourbillon qui vont accélérer le vent et avoir de graves conséquences à l'intérieur du peuplement. A l'inverse, une lisière perméable, c'est-à-dire par exemple une lisière feuillue ou moins dense, va permettre au vent de passer à travers au lieu de l'obliger à passer au-dessus. Et donc on va avoir un ralentissement du vent, ce qui va limiter les impacts derrière. Par ailleurs, on a souvent dans les lisières un mélange d'essences, ce qui est très intéressant pour la protection biologique des peuplements, avec plus d'oiseaux par exemple qui vont consommer des ravageurs. On a plein d'intérêts comme ça à avoir des lisières mélangées en bord de peuplement plus purs ou plus monospécifiques. Les peuplements irréguliers sont dits plus résilients, tout simplement parce qu'ils sont moins sensibles aux catastrophes et surtout parce qu'ils vont être capables de se reconstruire plus facilement quand il y a une catastrophe. On va passer maintenant à l'analyse de l'état sanitaire. Donc là, on rentre dans la partie analyse, c'est-à-dire ce qu'il faut faire quand on fait une analyse sylvicole. Donc pour la partie état sanitaire, on recherche la trace de champignons et leurs conséquences. Donc on a déjà parlé de ça. On peut avoir des fructifications visibles, ici un amadouvier sur un tronc. Et on peut également avoir des pourritures au cœur qui vont se voir sur des souches ou sur des billons coupés. On va également analyser la présence ou les conséquences d'insectes ravageurs. Donc les galles, par exemple, des piqûres sur les feuilles qui vont déformer. Ici, c'est le cynips du châtaignier qui va poser des problèmes, qui va affaiblir l'arbre et entraîner une perte de productivité. Les chenilles défoliatrices, dont on a déjà parlé, ou les insectes xylophages qu'on a évoqués aussi. Donc là, c'est ce qu'on appelle les scolites, par exemple. On peut également souligner tout fonctionnement anormal des arbres, des coulées de sève, des dépérissements où les branches vont sécher à la lumière, des blessures au pied ou sur le tronc qui peuvent entraîner le développement de maladies. Donc tous ces problèmes-là, tous ces soucis peuvent être significatifs d'un problème actuel ou à venir. On va quantifier ces éléments. Il faut faire très attention, ce n'est pas parce que je vois un arbre en train de mourir que le peuplement est en danger. Par contre, à l'aide de pourcentages, par exemple d'arbres touchés, je vais pouvoir me rendre mieux compte de l'impact qu'a la maladie que j'ai constatée, le dépérissement sur le peuplement. Sur cette photo, on a un peuplement qui est touché à plus de 90%, c'est une véritable catastrophe. On va maintenant analyser la vigueur du peuplement. Donc on va commencer par positionner l'arbre, son âge, par rapport au cycle de vie de l'essence. Là par exemple j'ai un cycle de vie d'un chêne qui est long. Quand j'ai un chêne de 70 ans, il est en pleine croissance, en pleine phase active.
Par contre, maintenant, quand je regarde un cycle de merisier et que je place un merisier de 70 ans, là, par contre, il est en fin de cycle, il est prêt à récolter. Je ne dois pas aller plus loin sous peine de problème, par exemple de pourriture au cœur. Donc vous voyez qu'à âge égal, en fonction de la durée de vie de l'essence, on n'est pas dans la même situation de fonctionnement, donc de vigueur, et donc derrière de possibilités de gestion. On va juger la croissance en hauteur d'un peuplement à la pousse terminale, c'est-à-dire la dernière pousse tout en haut de l'arbre. Alors c'est plus facile à voir sur les résineux que sur les feuillus, bien sûr. Donc une pousse de plus d'1 mètre, la croissance est excellente. Une pousse autour de 50 cm, c'est quelque chose qui est plutôt moyen. Et quand on est en dessous de 20 cm, on a une croissance en hauteur faible. Et on peut même avoir un système où la pousse terminale devient quasiment nulle. L'arbre à ce moment-là va faire la table. Et donc dans ce cas, on va avoir quelque chose de très faible en termes de croissance et de vigueur. Donc là, l'exemple qu'on a à droite, on se rend compte que la pousse terminale fait peut-être 20 ou 30 cm sur la hauteur de l'arbre. On est donc en fin de cycle de vigueur croissance en hauteur pour cet arbre-là. La croissance en diamètre se juge principalement avec la dynamique du houppier. Évidemment, si un arbre est coupé, on peut juger de la taille des derniers cernes pour voir à quelle vitesse poussait l'arbre avant d'être coupé. Mais souvent les arbres sont debout, on ne voit pas leur cœur ni leurs cernes. Donc on va regarder le diamètre du houppier. Donc là on a un arbre qui est frêle, donc la croissance en diamètre va être faible. A l'inverse, ici un beau houppier, la croissance en diamètre va être forte. On peut également utiliser le rapport hauteur-houppier sur hauteur totale. Pour les feuillus, on considère que ce rapport doit faire plus de 50% ou de l'ordre de 50%. Ça veut dire qu'il y a moitié de hauteur de houppier vivante par rapport à la hauteur totale. Donc là, l'exemple que j'ai prouve qu'on n'est pas à 50%, donc on n'a pas l'optimum de croissance en diamètre pour cet arbre feuillu. Pour les résineux, on est un peu moins exigeant, la hauteur de houppier divisé par la hauteur totale doit être de l'ordre de 33%. Un tiers de l'arbre doit être constitué de houppiers vivants. On peut également commenter la fragilité des arbres et des peuplements. On va s'attacher principalement aux notions de chablis et volis. Donc là, on a les deux exemples. Je vous rappelle qu'à gauche, on a le chablis, l'arbre déraciné, et à droite, le volis, l'arbre cassé et la chandelle qui reste sur pied. On va également calculer l'indice de stabilité, hauteur sur diamètre. Attention, là, le diamètre doit être en mètres comme la hauteur quand on va faire la division. Donc on va faire un exemple. 25 mètres de haut pour 40 cm de diamètre. Je vais passer ce diamètre en mètres et je vais pouvoir faire mon calcul. H sur D égale 25 divisé par 0,4 mètres. Et je trouve un indice de 62,5. Il n'y a pas d'unité. Je vais comparer ce chiffre aux normes qui vont me permettre de juger de la stabilité de l'arbre. Donc ces normes, elles disent, si je retiens globalement les choses de manière simple, qu'on a 3 zones, moins de 80, entre 80 et 100 et plus de 100. À moins de 80, le peuplement est stable, il n'y a pas de problème. Entre 80 et 100, l'arbre isolé devient instable, mais le peuplement globalement va tenir par le biais de son fonctionnement en bloc. Mais il va être sensible, s'il y a un arbre qui tombe, ça va créer une trouée et on va avoir des soucis. Et enfin, si le H sur D est supérieur à 100, là on a des problèmes, les peuplements peuvent tomber s'il y a des vents importants qui se lèvent. Donc dans mon exemple, je suis à 62,5, on est bien ici, on est dans la zone inférieure à 80, donc mon arbre est stable, je n'ai pas d'arrière-pensée, je peux l'isoler sans souci, il ne devrait pas craindre le vent. Évidemment, dans le cas de vent extrême, à plus de 150 ou 200 km/h, là, ces règles-là ne s'appliquent plus, puisqu'on est dans des situations telles qu'on ne peut pas être sûr qu'un arbre va résister à de telles rafales. Voilà donc pour l'analyse de l'état du peuplement, où on a vu l'état sanitaire, la vigueur du peuplement et enfin ses fragilités, ses sensibilités.